Bonjour à tous. Pour ce 14e numéro de Table Ouverte, Table Ouverte enregistré le lundi 17 juin, donc dans un contexte très particulier, vous vous en doutez. Nous allons d'ailleurs en parler avec Kylian. D'abord, on va faire un rapide bilan des européennes et ensuite on va s'attarder sur la dissolution. Et nous avons une petite annonce à vous faire à ce titre d'ailleurs. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler ou vous inviter ou attirer votre attention sur les nouveaux formats que nous avons commencé, que nous avons mis en ligne. Donc il y a eu un franc-parler, c'est ça? Il y en a eu deux. Franc-parler, il y en a eu deux, effectivement. Et désormais, nous allons enregistrer encore un autre type de format qui est un peu proche de celui que Antoine avait fait pour en termes de durée, oui. Qui s'appellera Contre-pied. Le premier numéro sera d'ailleurs, j'allais dire le sujet, non, ce sera l'auteur, voilà, c'est Kylian qui le conduira. Voilà. Moi, j'avais été très, très satisfait en tout cas des premiers francs-parler. Je pense que celui que le contre-pied que tu animeras sera aussi une réussite. Je vous invite. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc tout ça pour vous rappeler que voilà, donc la chaîne vit quand même grâce à vos dons, vit grâce à vos abonnements. Donc évidemment, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo et à commenter également. Ça nous aide, ça nous soutient, ça nous encourage et ça nous fait plaisir. Voilà. Bien, écoute, nous allons commencer tout de suite. C'est parti. Donc nous allons commencer rapidement par faire le bilan en fait des européennes. Donc la première chose qu'on peut retenir, à mon sens, c'est de voir l'espèce de contraste qu'il y a phénoménal entre d'abord une campagne qui a duré, qui s'est éternisée, qui a ennuyé à peu près tout le monde. Moi, j'ai à peu près rien suivi des débats qui se sont tenus, hein, pour ma part, depuis janvier jusqu'au 9 juin, donc à l'élection. Et puis, patatras, la dissolution qui a jeté une sorte de seau d'eau froide ou de seau d'eau chaude plutôt sur l'opinion publique. Et on est passé dans un tout autre chapitre. Donc, rapidement, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette campagne et de ces élections? Bon, je dirais que, on se rejoindra là-dessus, je crois que le désintérêt des Français, et je pense pas que des Français en réalité, je pense que de l'ensemble des peuples des États membres, le désintérêt pour ces élections est profond. Et même les candidats, hein, j'ai l'impression qu'ils étaient... Oui, même les candidats ont l'air de s'ennuyer. Les candidats ont l'air de s'ennuyer. Alors, il faut dire que parfois ils sont ennuyants. Coucou Valérie Ayer. Mais je pense que le premier enseignement, c'est celui-là. Ces élections n'arrivent pas à intéresser les peuples d'Europe. On rappelle que l'abstention donc, elle se maintient à 50%. Alors, donc oui, elle était légèrement plus faible. Ouais, enfin, bon, voilà, on est dans pas de révolution. Voilà. Et puis, alors que l'enjeu avait quand même été martelé avec la guerre, etc. Oui. C'est des enjeux qui sont normalement lourds, qui auraient dû mobiliser les gens. Et en fait, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, parce que les nations membres de l'Union européenne demeurent la matrice de formation des opinions politiques. Et donc, on ne voit pas très bien comment... Alors oui, ce sont les partis nationaux, hein, les tentatives de partis transnationaux ont toujours échoué. Donc les partis nationaux sont envoyés au Parlement, on ne voit pas très bien pourquoi, en fait. Alors, peut-être à tort, hein, c'est même sans doute à tort que les Français se désintéressent de cette élection et d'une manière générale du fonctionnement de cette institution. Mais ça fait depuis 1974, ça n'intéresse personne. C'est ça. Ça a été créé, c'est une grande machine qui fait régner l'empire par l'ennui, en quelque sorte. Alors, effectivement, ils ne s'y intéressent pas et on se rend compte que ça porte préjudice, finalement, même à notre camp, puisque si on fait maintenant le bilan par parti français de ces élections, on a grosso modo, pour ce qui nous intéresse, le camp souverainiste frexiteur qui fait 2%, un petit peu plus, avec 3 partis réellement engagés sur cette question-là. On remarquera d'ailleurs qu'il y a eu 38 listes, c'était considérable. Il y a une bonne dizaine de listes qui se sont réclamées du Frexit d'ailleurs, des listes tout à fait anecdotiques qui n'avaient ni affiche, ni rien quoi, ni profession de foi, enfin ni circulaire, ni même bulletin, donc ils ont fait des scores encore plus risibles. Mais voilà, constat, le Frexit pèse 2% à l'élection où il devrait être, si on en croit les sondages d'opinion, 10 fois plus élevé peut-être. En tout cas, on pourrait espérer qu'il le soit. Donc ça montre qu'il y a une impasse claire dans la méthode qui est faite.
ça montre aussi que l'unité du camp souverainiste qu'on a cherché, nous, à reprendre le contrôle, depuis le début, c'était l'objet de je dirais, fondateur de reprendre le contrôle, enfin, Génération Frexit à l'époque et reprendre le contrôle maintenant, ne prend pas, quoi, malheureusement. On peut le déplorer. Donc ça, c'est... Bon, la pierre est jetée un peu dans notre pré. Et du côté des partis qui se sont prêtés à ce jeu-là, on a un peu la même distribution que d'habitude, avec un Rassemblement national très fort, qui a fait 31%, 31%, qui fait son score historique. Et qui a donc 30 députés. Oui, puisque ça correspond à peu près à un pourcentage, un point de pourcentage équivaut à un député. On a le camp eurocentriste, donc Macron et ses séides, ses associés, donc c'était quoi? C'était Horizon. Alors il y a Horizon, il y a une série de petits partis du centre, et surtout il y a le MoDem, enfin les démocrates. Il y a le MoDem, qui en fait ne sont que les partis de l'ancienne intergroupe, on y viendra, à l'Assemblée nationale, qui formait la majorité, qu'on appelait la majorité présidentielle. Donc c'est complètement ramassé. Mais alors le pire, c'est que c'était prévisible. Depuis le début, ils ont fait le score qui leur avait été assigné par les sondages. Grosso modo, chaque parti, pour les premiers en tout cas, a fait grosso modo le score qui a une marge d'erreur qui n'est pas énorme, quoi. Oui, alors ça dépend à quel sondage, parce que quand on remonte, je crois que Renaissance était à 18-19 au départ. Oui, mais ils ont fait que s'effriter, effectivement. Parce qu'ils ont eu une campagne calamiteuse, d'ailleurs. On en reparlerait, mais ils se sont extrêmement engagés, corps et âme, à la fois Gabriel Attal et Emmanuel Macron pour... En fait, plus ils sont engagés et plus, plus le score s'est effondré. Ils n'ont que 13 députés, ce qui veut dire qu'ils sont autant que le PS. Autant que le PS, oui. Qui donc connaît une renaissance... Quelle ironie. Quelle ironie. Remarquable. Donc ils ont été remis en selle par un candidat qui en fait est un candidat tout à fait macro-compatible. Glucksmann est à tout point de vue, lui-même Macron empire à certains égards. Il est encore plus atlantiste, encore plus ahuri sur bien des sujets. Donc on a la renaissance du PS, renaissance du monstre, et on a donc LFI qui améliore son score dans une élection qui lui est rarement très favorable, il faut bien le dire, mais au prix d'une stratégie qui est calamiteuse au point de vue de la dynamique nationale, je pense, parce que grosso modo, on a compris qu'il compte sur les 10% de gens qui s'intéressent aux questions très précises et sectorielles, à savoir la Gaza, le colonialisme, décolonisation. On reviendra peut-être là-dessus parce qu'il y a quelque chose à creuser. Mais je pense que au niveau national, mon impression c'est que la FI n'a pas véritablement de stratégie de conquête du pouvoir. Et par exemple, je pense que si elle obtenait une majorité à quelconque élection législative, au hasard de juin 2024, elle ne le voudrait pas. Et ça l'embêterait beaucoup. Ouais. Je pense que la FI a une stratégie... LFI a une stratégie insurrectionnelle. Oui, clairement. Ouais, en tout cas, de plus en plus ouverte. Oui. Et comme elle sait qu'elle a des sanctuaires... Au niveau national, il y a des circonscriptions qui lui sont acquises pour 20 ans, minimum. Moi, j'avais calculé, elle a fait donc plus de 50%, alors aux européennes, donc avec la variable de l'abstention qui quand même joue beaucoup, pèse beaucoup, mais elle a fait plus de 50% dans 13 circonscriptions. Alors certaines, c'est des villages, mais dont à La Courneuve, en banlieue parisienne, quoi, grosso modo. Donc il y a des endroits où c'est complètement LFisé, quoi. Et ça va demeurer au niveau national. Donc en fait, elle sait qu'elle aura un groupe à l'Assemblée nationale qui peut ou prouve qui ne peut qu'augmenter et qui peut difficilement baisser, bon, à part à la marge. Donc finalement, elle s'en fiche un peu. Et comme elle ne cherche pas à avoir un groupe plus important, comme elle n'a pas véritablement de stratégie de conquête du pouvoir, au moins par ce biais, je pense que ça ne la dérange pas. Alors, il y a eu LR, on a oublié de parler des Républicains, mais bon, ils ont fait une campagne un peu en demi-teinte. François-Xavier Bellamy a un peu tiré son épingle du jeu, mais bon, ils partent sur des bases qui sont un peu érodées. On va voir d'ailleurs ce qu'il en est devenu juste après. Donc, ils sont un peu hors jeu, je dirais, quelque part. Et on a eu deux surprises. Enfin, une surprise qui est le score très mauvais de ELV, qui a failli passer à la trappe. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc ils ont quand même 5 députés au Parlement européen. Ils pourront continuer à nuire et à travailler au fédéralisme européen dans la quiétude des couloirs. Alors, ça reste une catastrophe pour ELV quand même. Ah oui, c'est un effondrement. Pour qui c'était l'élection, phare. C'est celle qui menait tout. Oui.
qui conditionnait tout. C'est ça, et parce qu'au niveau national... Maintenant, ils ont les municipales un peu, mais bon, ça va vite à mon avis. Oui, mais les grandes villes, ils vont probablement perdre les grandes villes prochaines. Aussi, quand je vois les bilans désastreux qu'ils ont à Grenoble et ailleurs. Alors Grenoble, ils vont peut-être la garder, parce que c'est la première qu'ils ont eue, historiquement, ils vont peut-être la garder. Mais oui, en fait, le problème, c'est que Grenoble donne un bien piètre tableau de ce qu'est capable de faire élever au niveau municipal. Donc je ne suis pas sûr qu'ils en obtiennent d'autres, ni même qu'ils gardent celles qu'ils ont. Le Parti communiste a fait 2,5, quelque chose comme ça, un peu sous les 3%, je crois. C'est pas... Bon, ils en finissent pas de mourir, disparaître. C'est un peu... C'est une agonie difficile quand même pour le PC, qui ne sait pas très bien se placer, en fait. Ils choisissent mi-chèvre, mi-chou. Ils sont souvent dans un souverainisme, dans un populisme un peu de folklore, comme l'affectionne Roussel. Bon, on voit que c'est pas une... En tout cas, pour les Européennes, ça ne pouvait pas fonctionner, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Pour d'autres échéances, pourquoi pas. Mais... Et puis, on a Reconquête, donc qui a fait pareil, 5-5, un truc comme ça, avec une campagne très difficile. Il y a eu des dissensions en interne qui ont conduit d'ailleurs à l'éclatement ensuite de Reconquête. Bon là pareil, je ne sais pas très bien s'il faut s'en réjouir, le déplorer, je ne sais pas, chacun jugera la chose à sa mesure. Mais le fait finalement le plus important n'a pas été celui-ci, parce que tout le monde, aussitôt que les résultats sont tombés, donc Macron a activé la dissolution. Alors même avant, en fait, avant que le dépouillement soit achevé. Oui, bien sûr, c'était parce qu'il a fait à 21h. La dissolution a été annoncée. Ça. Et d'ailleurs le décret, parce que je pensais qu'il datait du lundi, mais pas du tout, il a été élaboré et signé le même jour. Oui, ce qui paraît logique, parce qu'il faut 20 jours à compter de la publication. Oui. Donc il ne pouvait pas le convoquer au 30 si c'était paru le 11. Exactement. En fait, évidemment. Donc ça veut dire que déjà, bon, ça c'était anticipé, c'était prévu. Macron avait quelque chose calculé. Oui, ça ne s'est pas décidé le dimanche, ça c'est sûr. Mais ce qui est assez drôle, et pour terminer le chapitre sur les européennes, c'est que ce fait a éclipsé le reste. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus, à 21h05, il n'était plus question d'Europe, d'Union européenne, c'était fini. Donc ça montre quand même l'hypocrisie fondamentale de ce scrutin, la tartufferie prodigieuse. Vous avez des gens qui pendant 6 mois vous racontent l'Europe, c'est important, les alliances transnationales qu'on va faire avec... et puis en fait, on ne sait même pas ce qu'il en est, on n'a plus aucune nouvelle. L'Europe a complètement disparu sous l'effondrement de la politique nationale. Consulter une presse, alors je dirais pas spécialisée, mais en tout cas les titres spécialisés dans la presse généraliste pour savoir ce qui se passe au niveau européen. Qu'en est-il en Allemagne, en Italie, enfin il y a des Pays-Bas par exemple, parce qu'ils ont quand même poussé de l'euroscepticisme très fort. Donc ça prouve, si les gens ont besoin d'avoir un argument, je dirais, un peu tangible, qui ne soit pas seulement des chiffres ou je ne sais quoi, voilà, il y a une preuve par le fait. C'est-à-dire que même les ténors qui vous soutiennent mordicus que l'Union européenne, ils sont prêts à je sais pas, déchirer leur chemise, à vendre père et mère pour sauver l'Union européenne. En fait, à 21h05, ils ne parlaient même plus de l'Union européenne, c'était fini. Ce scrutin c'était une humiliation, je dirais, pour l'idée même d'Union européenne. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour, on ne va pas s'éterniser là-dessus, de toute façon. Et je dirais même plus que ça, je pense que les autres États membres de l'Union regardent avec plus d'attention les résultats des législatives en France que les résultats au Parlement européen. C'est ça. Alors, on a ensuite traversé une semaine absolument remarquable, un feuilleton comme rarement quand même la France en a offert. Puis on a mixé les genres, hein. C'est-à-dire qu'on a eu de l'épique, du comique, du tragique. Du burlesque avec... le burlesque avec Valérie Pécresse. Oui, Valérie Pécresse en Matt Tyson qui arrive rue Vaugirard devant le siège des LR remontant ses manches, vraiment prête à dégainer contre Ciotti. Hein. Enfin bon, donc on a Macron en tout cas a réussi son coup. Apparemment, il voulait absolument jeter un pavé dans la mare. Il a dit une grenade dégoupillée dans les jambes des gens. Je veux dire quand même qu'il est quand même extrêmement pervers, cet homme-là. Il y a quelque chose de malaisant, de pernicieux dans son caractère pour faire des choses pareilles. Alors il l'a fait dans la précipitation en espérant jouer de la stupéfaction. Pas de chance, finalement, il y a eu une recomposition qui s'est faite très vite. Alors à droite, c'était plutôt une liquéfaction et une explosion en plein vol de LR, et qui en fait ne faisait que confirmer les failles qui existaient sous-jacentes depuis très longtemps. Donc, qui étaient décelables depuis un moment. Ouais, je pense que c'est... C'est-à-dire que dès qu'Éric Ciotti a été élu président du parti, c'est qu'en réalité, l'orientation de ces cadres, et l'orientation même historique, plutôt UDF en fait, des LR, s'effritait au profit de l'appel à l'union de la droite. Bon, on a vu ce que ça a donné.
LR est en guerre civile, hein, voilà, et ça va se terminer devant les tribunaux, enfin ça ne fait que commencer. Hein. Ça ne fait que commencer, et donc il y a des candidats LR. Je pense qu'il n'y aura pas de réconciliation. Ah non, parce qu'on l'a déjà vu autrefois entre Copé, par exemple, à l'époque de Copé et de Fillon, ou même encore avant, il y a eu plusieurs épisodes comme ça. Mais souvent, c'est parce que déjà, il y avait un autre personnage qui était capable de les réconcilier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Définitivement. À moins que, je ne sais pas... Sarkozy ressorte de sa tombe. Sarkozy, alors oui, mais Nicolas Sarkozy a pris la parole, hein, il a dit que le risque de chaos était grand suite à cette dissolution. Voilà. Et après, il est retourné se coucher. Un oracle formidable. Non, mais d'ailleurs, il n'y a pas que lui, c'est que François Hollande aussi est revenu. Il se présente dans la Corrèze. Enfin bon, LR, non, LR, il n'y aura pas de réconciliation, donc je pense que LR est morte. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Est-ce qu'il y aura une émergence d'un nouveau parti libéral? Parce qu'en réalité, le problème de LR, fondamentalement, c'est qu'il y a un problème de positionnement. C'est la chèvre et le chou. Mais c'est ce que tu disais, il y a une liquéfaction de l'offre politique française. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas encore parler de recomposition, peut-être qu'elle viendra, mais il y a vraiment une liquéfaction de l'offre politique française qui montre, par exemple, LR a été incapable de se positionner parce que LR aurait dû assumer être un parti en fait libéral. Oui. Un parti de gouvernement à la base. Oui, mais et ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est ça que le pari d'Emmanuel Macron en 2017, c'était de construire un grand centre si vaste qu'il allait révéler le poteau rose d'il y a 40 ans, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le centrisme qui avait pris le pouvoir au PS et à l'UMP-LR, en créant un grand parti coalescent au centre qui était sûr de récupérer la majorité parce que justement, il attirait les voix modérées qui, grosso modo, sur lesquelles se jouent les élections. D'où d'ailleurs sa stratégie de toujours faire gonfler les extrêmes, que ce soit Mélenchon, parce qu'il a quand même joué la carte Mélenchon pendant longtemps, et ensuite la carte Rassemblement National. Ce qu'il n'avait pas vu, cependant, c'est que autrefois, les électeurs plutôt modérés jouaient l'élection, mais avaient toujours une tendance, c'est-à-dire qu'ils avaient une tendance à voter plutôt PS ou plutôt UMP, et en fait ces partis s'en sortaient justement en centrisant leur discours. Dès lors qu'il a fait monter deux partis qui à la base n'avaient pas de place au centre, et qui essayent bon gré mal gré de se centriser sur certains points, et ben en fait la création du grand centre d'Emmanuel Macron n'a pas permis de fortifier trois gros blocs, mais a en réalité provoqué sa chute. Enfin, sa chute, il va rester président de la République, mais l'échec total, c'est de n'avoir pas été capable de créer un grand parti du centre susceptible de régner pendant 30 ans. Et dès lors qu'il a échoué, dès 2022, en fait, dès qu'il obtient une majorité relative, eh bien, il était certain que la liquéfaction de l'offre politique allait faire monter deux blocs à gauche et à droite. Alors, je pense qu'à terme, on reverra naître, parce que je ne crois pas à la suite de l'aventure Renaissance, En Marche, vous l'appelez comme vous voulez, après le départ d'Emmanuel Macron. Non. Je n'y crois pas non plus. Donc je pense qu'il y aura effectivement une recomposition au centre. Mais alors combien de temps ça va durer? Est-ce que ce centre va finir par se fondre dans les ailes et progressivement reconstituer deux gros partis à la UMP-PS au grand temps du Mitterrando-chiracisme, du chiraco-mitterrandisme? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron a, par le rabattage des cartes qu'il a lui-même provoqué, s'est mis dans cette situation, tout seul. Et on a vu à gauche, donc, tout à coup, les dissensions s'apaiser, le PS devenir très ami avec les communistes, enfin très amis, en tout cas sur le papier. Et pour se partager des postes, il y a toujours moyen de s'entendre. Hein. Et donc on a reconstruction d'une espèce de grande NUPES élargie pour se partager des postes. Alors on voit là dans les sondages là, qui tombent en ce moment qu'ils auraient peut-être un peu moins de 30% des voix, donc je ne sais pas trop comment ça se traduit en siège, juste derrière le Rassemblement National qui du coup continue sur sa lancée. Alors le problème c'est que les fourchettes d'estimation sont très larges. Oui, et puis en plus c'est des circonstances qui font que ça peut varier considérablement. Oui, parce que comme c'est un scrutin uninominal, ça veut dire qu'il n'y a pas de liste, donc il faut découper le territoire en circonscription, et puis il y a un député, on est un député, pas un député. Donc effectivement, ça peut se jouer à rien sur une circonscription, à quelques dixièmes.
Donc les fourchettes données entre 120 et 190, bon, autant ne pas faire d'estimation. Mais cela dit, c'est pareil partout. Hein. On a vu des fourchettes pour Renaissance entre 80 et 150 députés. Pour le RN, on a vu des fourchettes qui descendent jusqu'à 180. C'est quand même 100 de plus qu'actuellement. Jusqu'à 320, 330 députés. Oui, ça me paraît... Bon, voilà. Alors la question d'ailleurs, on reviendra peut-être sur le bloc de gauche ensuite, mais la question, le RN peut-il obtenir la majorité? La majorité absolue, j'entends. Peut-il devenir un parti de gouvernement? Peut-il, ça y est, devenir Bardella, Premier ministre, etc. Peut-il dans quel sens? Est-ce qu'il aura assez de sièges en fait pour... Il y a une probabilité que ça arrive. Mais c'est pas la plus forte. Qu'on ne peut pas écarter, mais je pense que ce n'est pas la plus forte, parce que je pense que... Les dynamiques locales ne sont pas toujours en sa faveur, en fait. Oui, et bon, déjà, il y a ce problème de sociologie locale. Il ne faut pas oublier que les circonscriptions... Alors, découper les circonscriptions, c'est un art, hein, ça s'appelle... Aux États-Unis, on appelle ça gerrymandering. Donc, ça avait été fait par le PS, en ce qu'ils avaient... Voilà, alors ça s'est refait plusieurs fois. La grande refonte, c'était pour les législatives de 86, qu'on était passé de 481 députés à 577 avec le passage à la proportionnelle, et quand on est retourné au scrutin uninominal juste après, on a regardé le même nombre de sièges, décidément. Donc il y a des redécoupages réguliers, mais il faut bien comprendre que sur une circonscription, la circonscription, notamment avec évidemment la concentration urbaine des populations, fait que une commune peut représenter le verrou de l'élection, c'est-à-dire que tout peut jouer sur une commune, et sur le reste, en fait, vous pouvez être ultra dominant, mais ça ne changera pas grand-chose. Donc c'est un vrai problème. Je pense que... D'où d'ailleurs la prééminence des barons locaux. Quoi. Oui. Les gens qui sont maires des sous-préfectures et qui, parce qu'ils sont maires de la sous-préfecture qui tient la circonscription, ou dans laquelle se trouve la circonscription, et ben, voilà, c'est une grande tradition une grande tradition du PS. Sécurisent leur mandat de député national par un mandat local qui est beaucoup plus simple évidemment de renouveler, puisqu'on est au contact de la population en permanence, qu'on a des affidés, etc. Enfin bon. Ça, c'est normal. Quant à la tiraille de la gauche, donc le nouveau Front populaire, alors ils se sont disputés sur le nom, sur l'origine, puisque François Ruffin a lancé le nom, puis ensuite tout ça s'est embrayé un peu sans lui en quelque sorte, même si il sera lui-même candidat. Là, on a vu, on a retrouvé l'effervescence de la gauche des grands jours, où chacun vient mettre sa petite phrase sur le programme et se disputer les circonscriptions jusqu'à 3h du matin. Enfin, on a pu imaginer un peu l'état fumeux dans lequel ils ont dû sortir de ces nuits. Ils ont été efficaces, cela. En février. Alors, il faut reconnaître que moi, ça m'a stupéfié également. Et je pense que ça a stupéfié un peu tout le monde. Ils ont réussi, en 72 heures, à se mettre d'accord sur les noms, le programme, etc. Alors, en fait, quand on regarde un peu le programme, c'était pas très difficile de se mettre d'accord. Non. C'est très lapidaire. Oui, puis c'est l'inventaire à l'après-vert de toutes les mesures démagogiques qu'on peut imaginer. Enfin, je veux dire, on donne ci, on donne ça, c'est gratuit par-ci, c'est gratuit par-là. Enfin, c'est assez délirant et ça a à peu près rien, à mon sens, de vraiment... alors, on ne pourrait pas forcément l'attendre, mais il y a un manque de structuration qui est quand même assez évident. Ce programme n'est pas destiné à être appliqué, puisque le nouveau Front populaire est destiné à être dissous une fois arrivé à l'Assemblée. C'est ça. Là, on en vient à notre conclusion sur cette affaire-là. On en discutait un peu hors caméra, ou même avant. Vraisemblablement, ça va malgré tout profiter, quel que soit le score. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que l'équation Rassemblement national qui peut modifier la donne, même si on peut supposer qu'ils ne seront sans doute pas majoritaires. Mais dans tous les cas, ça va certainement profiter à Macron au bout du compte, même si ses troupes s'essoufflent, même si... puisque il va en fait gouverner avec l'aile du PS, avec toute l'aile macro-compatible, qui d'ailleurs s'était donné rendez-vous aux européennes, a montré qu'il y avait une aile gauche macroniste, enfin en tout cas macro-compatible, qui existait, puisqu'ils ont fait le même score que Valérie Hayer, qui est le pendant féminin de Glucksmann finalement, ou Glucksmann est le pendant masculin de Valérie Hayer, c'est comme on veut. Donc ce qui est vraisemblable, c'est qu'effectivement, passé l'été, nouvelle session parlementaire, constitution des groupes, et puis le PS, peut-être une partie des Verts, ça pourrait se voir. Je pense que tous les jadottistes, sont totalement macro-compatibles. Et puis ensuite, on va aller jusqu'aux LR qui n'ont pas rejoint Ciotti, quoi. Grosso modo. À mon avis, c'est un grand centre, un peu comme en 2017. C'est le plan que veut Macron, c'est-à-dire que Macron pourrait au mieux, en nombre de députés, revenir au stade initial, c'est-à-dire au 9 juin. Il n'en aura jamais plus. Oui, c'est ça. Donc ce qu'espère Macron, à mon avis, c'est de pouvoir créer une grosse coalition, un peu à l'allemande. C'est ça, j'ai pensé à ça également. Qui vise à créer un
un cordon sanitaire vis-à-vis du RN et puis probablement vis-à-vis de la FI. Puis il va peut-être avoir le PCF qui refusera son entrée oui, en de coalition. Par principe, qui voudrait bien, mais qui, voilà, mais par stature, ne le fera pas. Donc, je pense que c'est évidemment ce que veut Macron. Alors, ça semble une majorité assez courte quand même. Alors, oui, mais il n'a pas besoin d'avoir une majorité très longue, il n'en avait pas jusqu'ici, donc ce serait toujours mieux que ce qu'il n'avait. Oui, et puis surtout, s'il voulait avoir une majorité relativement confortable, il lui suffisait, c'est peut-être pas facile, mais il aurait pu faire le choix de s'associer les LR voilà, dans l'ancienne majorité, avec les LR, il avait la majorité absolue, il fallait qu'il en fasse des concessions, mais bon. Là, je pense que effectivement, il va faire ça, c'est-à-dire essayer de faire une grosse coalition et de gouverner autant de temps que possible comme ça. Et par là, je veux dire que autant de temps que possible, parce que maintenant qu'il a passé le pas de la dissolution, je pense qu'il n'hésitera plus jamais à le faire. S'il le fait 3 fois jusqu'en 2027, il le fera 3 fois. Voilà. Donc, conclusion, des élections importantes et en même temps dont l'enjeu est limité dans le temps, on va dire, enfin en tout cas qui est suspendu à la fois la recomposition à venir et puis à l'état d'esprit de Macron, dont on voit bien qu'il est prêt à tout en quelque sorte pour se maintenir, ou en tout cas pour maintenir une impression de contrôle, quoi. C'est un peu ça, parce que de toute façon il ne va pas démissionner, donc il se maintiendra jusqu'en 2027, la question est réglée, arrêtée. Pour les souverainistes, nous n'en avons pas parlé, alors bon, tout le monde est pris de court, plus personne n'a d'argent, à part Dupont-Aignan qui avait peut-être anticipé la chose, je ne sais pas, il a eu du flair, et qui, je crois, se représente dans sa circonscription sans opposition RN ni rien. Alors, lui, oui, et puis il me semble qu'il y a une centaine de circonscriptions où il y a des candidats. On peut supposer que lui sera reconduit, on ne voit pas pourquoi il ne le serait pas en tout cas. Et bon, pour les souverainistes et les frexiteurs, pour le moment, nous en sommes là. Cependant, il y a quand même une annonce à faire. Alors, vous l'avez sans doute déjà appris, mais Charles-Henri Gallois, donc le président de Reprenons le contrôle, va se présenter. Se présente. Oui, se présente. En ce moment, il est en train de faire campagne dans la première circonscription de la Nièvre, qui est celle où il s'était déjà présenté aux 2 échéances précédentes, donc en 2022 et en 2017, sous les couleurs de l'Union nationale, et avec quand même de bon espoir, un espoir certain d'être élu, en tout cas de faire un bon score. Et donc voilà, on lui souhaite bonne chance. On lui souhaite bonne chance, et puis pour l'instant, la campagne se passe bien. C'est ça, on espère que ça continue ainsi, et puis, nous verrons. Peut-être emporte l'élection. Peut-être que nous aurons une table ouverte la prochaine avec un député. Peut-être. Un député ici dans ce canapé. En tout cas, on ne peut que le souhaiter. Que l'espérer, effectivement. Et puis, il rejoindra sans doute d'autres, parce que le RN a un peu essaimé. Enfin, il y a quelques figures intéressantes, on va dire. Voilà. Oui. Ils ont un peu élargi, ils ont été intelligents à ce point de vue-là. Il y a Maxime Amblard également. Déjà, je ne sais pas si on l'avait invité, mais en tout cas, non, il était à notre congrès. Exactement. Le premier congrès qu'on avait fait il y a 3 ans, je crois, à Tours, près de Tours. Enfin voilà. Donc il y a quand même des figures solides qui nous donnent un peu d'espoir. Un peu de baume au cœur, oui. C'est ça, voilà, exactement. Bien. Eh bien, écoutez, on se reverra donc à la rentrée. Oui, à la rentrée. Très certainement. Bon, d'ici là, beaucoup de choses vont se passer. À commencer par les JO, à commencer par l'Euro. On enregistre ce soir, là en ce moment, il y a France-Autriche. On espère que l'Euro sera remporté par la France. Espérons-le. Espérons-le. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on devrait souhaiter. Pour les JO, on verra bien si la catastrophe annoncée se produira ou non. Espérons quand même que non, malgré tout, pour les Parisiens et puis pour l'honneur de la France. Et puis dans quelles conditions, vu le contexte politique. Et puis nous nous reverrons en septembre. Voilà, passez un bon été. Et puis à la prochaine. À la prochaine.